Tous les jours, à partir de 18h, c'est History Time sur Sud Radio. Ah, du Lil Nas X dans les oreilles, quel plaisir. J'espère que vous avez passé une bonne journée de boulot. Soyez prudents sur la route. Et maintenant, c'est l'heure de quoi ? C'est l'heure d'en apprendre un peu plus sur l'histoire. Et comme tous les jours, je ne vous le présente plus, c'est le professeur Mathias Tessèdre qui est avec nous. Historien mais aussi professeur en faculté, car oui, je le rappelle, il partage sa passion pour l'histoire aux étudiants, est avec nous ce soir. Bonjour. Ah, vous me faites trop d'éloges. Bonsoir à vous aussi et merci de m'accueillir, comme tous les soirs, sur ce plateau. Comme d'habitude, vous avez pu voter sur les réseaux sociaux, et c'est l'unification italienne qui a remporté la majorité des voix aujourd'hui, donc nous allons débattre autour de ce thème. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter le 3640, et vous aurez peut-être la chance de la poser à Monsieur Tessèdre. De la préhistoire à aujourd'hui, c'est votre rendez-vous quotidien. Il faut savoir que de 1858 à 1870, l'unification italienne se fait par étapes. En 1858, l'Italie était divisée en 8 États, dont 6 États indépendants et 2 sous domination autrichienne. À cette époque, à l'exception du royaume de Piémont-Sardaigne, la péninsule italienne ne connaît ni constitution ni séparation des pouvoirs. D'où ma première question, quels étaient les différents États qui constituaient la péninsule italienne à cette époque ? Excellente question, elle va permettre de mieux comprendre la situation géopolitique à cette époque. La péninsule, comme vous l'avez dit à juste titre, est divisée en plusieurs États. Au nord-ouest, le royaume de Piémont-Sardaigne, qui a joué un rôle majeur dans l'unification. Dans l'Italie centrale se situent les États de Parme, de Modène, de Toscane et les États de l'Église qui ont aussi joué un rôle majeur. Pour finir, au sud se trouve le royaume des deux Siciles. J'avais cru comprendre qu'il y avait 2 régions qui étaient sous la domination autrichienne dans la péninsule italienne et j'aurais voulu que vous m'éclairiez à ce sujet-là. Vous voulez parler de la Lombardie et de la Vénétie ? Oui, exactement. J'aimerais que pour nos téléspectateurs et moi, vous puissiez nous renseigner un peu plus par rapport à ces régions-là. Avec plaisir, ces 2 royaumes, qui sont notamment peuplés majoritairement d'Italiens, sont rattachés à l'Empire d'Autriche depuis le Congrès de Vienne de 1815. Elle comporte notamment la ville de Venise et de Milan. Et vous parliez du Congrès de Vienne, justement, par rapport à la France de 1859, c'était comment ? La France de 1859 était donc sous le Second Empire, dirigée par l'empereur Louis-Napoléon Bonaparte, plus connu sous le nom de Napoléon III. Maintenant que nous avons remis le contexte géopolitique de l'Italie et de la France en cette période, nous allons pouvoir passer au sujet principal de ce thème, l'unification italienne. Tout commence avec un homme, Cavour. Donc c'est un homme politique italien qui va lancer cette envie de réunification de l'Italie. Donc pour cela, il va se tourner vers la France et donc Napoléon III. Un accord est conclu, Napoléon obtient le rattachement de Nice et de la Savoie en échange de son aide. Donc Nice et la Savoie qui avaient été rattachés au royaume de Piémont-Sardaigne depuis le Congrès de Vienne en 1800. Je vous coupe un instant, vous avez parlé de Cavour, qui est donc, comme vous l'avez dit, le premier ministre du Piémont-Sardaigne, mais il ne faut pas non plus oublier d'évoquer Victor Emmanuel II, le roi justement du Piémont-Sardaigne. Totalement, et du coup, c'est bien pour ça que je suis présentateur radio et vous historien. Mais alors, pourquoi le Piémont-Sardaigne a-t-il besoin de la France ? Alors pourquoi ils avaient besoin des Français ? C'est assez simple en fait, le royaume de Piémont-Sardaigne était un tout petit royaume avec pas assez de soldats et de puissance militaire pour aller agresser l'Empire d'Autriche et récupérer les territoires de Lombardie. Le roi Victor Emmanuel II a donc demandé avec son premier ministre Cavour l'aide de la France afin d'équilibrer les forces. Et même si Cavour avait préféré une approche diplomatique, il savait très bien que ce n'était pas possible et il a donc avec la France signé un pacte pour déclarer la guerre à l'Autriche. Bien sûr, comme on l'avait dit, cela n'a pas été gratuit. En échange de cela, l'empereur Napoléon III a pu récupérer le comté de Nice et la Savoie. Mais alors, comment s'est déroulée cette offensive franco-piémontaise ? Et bien entendu, quelles ont été les grandes batailles ? Ces offensives franco-piémontaises se sont donc majoritairement déroulées dans l'année 1859. En effet, la victoire de Magenta à Milan, à côté de Milan en 1859 et celle de Solferino ont permis au Piémont-Sardaigne de récupérer la Lombardie et on ne faut pas non plus oublier que c'est à cette année-là que l'empereur Napoléon III signa la paix avec l'Autriche de peur que le pape se retourne contre lui. Et à partir du moment où la Lombardie s'est raccordée au Piémont-Sardaigne,
Combien de temps a-t-il fallu pour que les autres États fassent de même? Dès que cette réunification a eu lieu, tout est accéléré très rapidement. En effet, en mars 1860, 4 États d'Italie sont rattachés au Piémont-Sardaigne. Il y a Parme, Modène, Romague et Toscane. En novembre 1860, c'est au tour du royaume des 2 Siciles d'être rattaché au Piémont-Sardaigne. Dès 1866, le royaume de Piémont-Sardaigne n'existe plus et c'est le royaume d'Italie qui est créé. La Vénétie sera donc rattachée au nouveau royaume. Et pour finir, le dernier État italien indépendant à rejoindre le royaume d'Italie, ce sont les États de l'Église, en 1870. Je rappelle quand même à nos auditeurs que cela s'est fait sans le soutien de la France, puisque Napoléon III ne voulait pas avoir le pape comme ennemi, et avec lui tous les chrétiens de France. Ah, on vient de m'informer que nous avons une auditrice au standard qui aimerait poser une question à Monsieur Tessèdre. Bonjour à toute l'équipe. J'aurais voulu savoir quels avaient été les différents soutiens lors de cette unification italienne. Ah, pas bête comme question. Alors en effet, sans soutien de la France, le Piémont-Sardaigne avait quand même besoin d'alliés pour réussir cette unification. On pourrait notamment compter parmi eux les Chemises Rouges, dont leur chef, Garibaldi, qui malgré qu'il était républicain, a décidé d'aider le roi Victor Emmanuel II pour l'unification de l'Italie. Alors, je vais quand même préciser que les Chemises Rouges, c'était le nom donné aux volontaires qui s'engageaient pour l'unité italienne et la libération donc des territoires italiens. On pourra aussi parler de tous les patriotes italiens dispersés dans tous les états différents qui étaient pour cette unification, et d'autres comme des artistes tels que le compositeur Giuseppe Verdi qui était pour l'unification et donc a milité pour qu'elle puisse se dérouler. Je vois que l'on se rapproche de la fin. Un dernier mot peut-être pour terminer? Tout à fait, on pourrait par exemple citer cette légende comme quoi le roi Victor Emmanuel II aurait dit qu'il préférait les carbonara aux carbonari. J'adore ce genre d'anecdote. Merci beaucoup Mathias d'avoir été avec nous. Il est 18h07 sur Sud Radio. Bon week-end. J'arrive possédé, les démons sont avec moi. Trop